I'm going to start by acknowledging that the McClure Gallery is situated in Jojage, the unceded indigenous territory of Gagné-Gehaga Nation. Nous sommes reconnaissants de pouvoir exercer nos activités sur ce territoire et de partager notre expérience avec la communauté. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. This evening, I have the great pleasure of introducing Guylaine Chavarie-Lessard. La pratique de Guylaine se situe entre l'installation picturale et l'écriture. Elle a obtenu un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM en 2015 après avoir fait ses études en philosophie, en littérature et en arts visuels. She has participated in several group and solo shows, both provincially and nationally. Elle a été récipiendaire du Conseil des arts et des lettres du Québec, and her works are part of private collections and Desjardins collection. Importantly, Guylaine is one of our fabulous teachers here at the Visual Arts Center. We're very lucky to have her with us. Cette exposition est conjointement présentée dans le cadre de l'événement Pictura, qui se consacre à la promotion et à la diffusion de la peinture contemporaine au sens large, en présentant des œuvres dans plusieurs lieux culturels à Montréal, et ce tout au long des mois de novembre et décembre 2020. With this virtual guided visit, Guylaine will talk with you about her exhibition at the McClure Gallery. Cette expo intitulée Abyss conjugue la pratique de Guylaine en peinture et en dessin avec son intérêt pour les dispositifs d'installation picturale évoquant un espace paysage. Mais d'abord, Guylaine va nous présenter une vidéo sur son travail. At the end of our talk, I'm going to ask your questions. So I'd really encourage you to add your questions to the chat box, and I will pose them at the end. Veuillez ajouter vos questions dans la boîte de discussion et je poserai vos questions à la fin de la présentation. And now we will hear from Guylaine herself.
Pour Abyss, j'ai complexifié, en fait, cette notion de forme. Donc là, il y a certaines formes géométriques qui sont apparues, des traits plus gestuels aussi, qui rappellent un geste primaire d'écriture. C'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'art abstrait nous permet de prendre conscience qu'un tableau, c'est d'abord un travail de la matière, un travail sensible, c'est un travail de la couleur, c'est un travail de la ligne. Tout ce travail de la plasticité, finalement, de la peinture fait sens en lui-même. Donc, on n'a pas à chercher quelque chose qu'on reconnaît du réel. Le parallèle que je qui permet de créer un sens, c'est profondément ce qui n'est pas utilitaire. Et le sens n'est pas dans toutes les choses à faire ou toutes les choses à acquérir, mais c'est vraiment de trouver ce lieu qui demande rien, qui demande uniquement du silence et du recueillement. Chaque fois que je me retrouve à l'atelier, c'est pour retrouver ce moment-là qui fait en sorte que toutes mes actions, en fait, dans le monde, ceux qui suivent finalement l'acte de création, trouvent une pulsion. Je pense qu'ici, c'est trop foncé. À la suite du dernier projet que j'ai fait qui s'appelait Espace du dedans, j'avais le désir de pousser plus loin l'idée de créer une profondeur dans un tableau. J'ai cherché pendant peut-être 6 mois comment arriver à créer cet effet de profondeur-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais à quelle expérience ça correspond? Et quelle est l'expérience que je veux transmettre finalement dans ce projet-là? Et depuis plusieurs années, une expérience qui m'atteint énormément, c'est des voyages en plongée, en apnée. Quand on est sous l'eau, le paysage n'est pas le même que sur la Terre, évidemment, mais l'expérience fondamentale qui est différente, c'est cette impression de profondeur, qui n'est pas du tout la même que sur la terre ferme, où on a l'impression que les éléments se superposent les uns aux autres pour créer une troisième dimension, alors que sous l'eau, on a l'impression que les éléments sont beaucoup plus proches et que le fond est infini. On a l'impression que l'espace s'ouvre et on ne voit pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Si ces éléments qu'on a l'impression qu'ils flottent nous permettent d'aller dans un fond qui est comme un abysse, pour ça j'ai décidé d'appeler l'exposition Abysse, on a l'impression qu'on rentre et c'est d'une certaine façon, c'est un trou noir, mais qui n'est pas angoissant. Cette expérience-là qui est à la base de la série de tableaux et qui ont été accompagnés aussi d'une série de dessins. Je pense que ce dessin-là, il est pas mal proche d'être fini. Je voulais aussi créer l'impression de flottement, non seulement à l'intérieur de chaque tableau, mais aussi dans l'installation de chacun des tableaux, les uns par rapport aux autres, dans l'espace d'exposition qui devient finalement un espace pictural en soi. Depuis Loin des bruits du monde, donc qui était une série d'encre sur papier, j'avais développé en fait ce langage qui était une combinaison de tâches et de signes. Et les signes viennent des lettres de l'alphabet, dont j'ai extrait des signes qui sont plus de l'ordre du pictural. Parce que j'ai toute une pratique d'écriture qui accompagne la pratique picturale. Et pour moi, finalement, ces signes-là, c'est un moyen de créer un lien entre l'écriture et la peinture. Pour Abyss, j'ai complexifié, en fait,
cette notion de forme. Donc là, il y a certaines formes géométriques qui sont apparues, des traits plus gestuels aussi qui rappellent un geste primaire d'écriture. C'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que l'art abstrait nous permet de prendre conscience qu'un tableau, c'est d'abord un travail de la matière, un travail sensible, c'est un travail de la couleur, c'est un travail de la ligne. Tout ce travail de la plasticité finalement de la peinture fait sens en lui-même. Donc, on n'a pas à chercher quelque chose qu'on reconnaît du réel. Le parallèle que je fais, c'est par exemple avec le langage. Donc, on a l'impression que les mots renvoient aux choses. Un nuage, c'est un nuage. Mais quand on rentre dans l'ordre du poétique, on sort le langage de sa coïncidence avec la chose. Et la peinture abstraite, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on prend conscience que la surface qu'on a devant les yeux ne correspond pas à la réalité. Ça nous renvoie à un univers de sens qui n'est pas là pour refléter la réalité. On essaie de le porter ailleurs, de le porter dans quelque chose de beaucoup plus imaginaire, puis quelque chose qui nous ouvre vers quelque chose qu'on ne sait pas. On s'en va quelque part, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on sait qu'on s'en va quelque part. Donc, la peinture, c'est un peu ce qui nous permet, qui me permet à moi de savoir que je m'en vais quelque part, même si je ne sais pas où je m'en vais. Puis, de ne pas le savoir, ça fait bien mon affaire. Quand je sais trop où je m'en vais, ça n'a plus de sens, parce que je ne découvre plus rien. Quand on rencontre la beauté, on est frappé par un sentiment d'infini. On a l'impression que la vie ne s'arrête pas là. On a l'impression que quelque chose s'ouvre. Mais ce qui est beau, c'est pas nécessairement de l'ordre du cliché. En fait, c'est jamais de l'ordre du cliché. Mais il y a quelque chose de profondément humain dans la beauté. Comme disait la philosophe Annie Lebrun, la beauté est un geste politique. Donc, la beauté n'a pas de prix. C'est ce qui rappelle ce qui n'a pas de prix. Et ce qui... pas ce qui n'a pas de valeur, mais ce qui n'a pas de prix. Bonjour, plutôt bonsoir. Désolée pour les petits problèmes techniques. Comme on est en direct, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, je vais aussi improviser un peu autour de cette exposition-là. Et la première chose que je voudrais dire, c'est un gros merci à ma sœur Christine qui a réalisé finalement cette vidéo-là qui va être disponible en ligne à partir de demain, je crois. Donc, vous pourrez la partager, vous pourrez aller la revoir. Et je voulais aussi dire un grand merci à toute l'équipe de la galerie et du Centre des arts visuels, donc Timmy, Catherine qui s'occupe de la communication, Natacha, et aussi René Duval, qui m'a aidé à faire cette installation magnifique. En fait, je trouve qu'on est arrivé un peu à rendre l'idée que j'avais au départ. En fait, je voudrais juste ajouter pas des informations, mais quelques trucs que je trouve que dans la vidéo, j'aborde, mais peut-être que je voudrais comme préciser certains points. La première chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi je m'intéresse à cette profondeur-là. Pourquoi moi, c'est comme ce qui me tire, c'est comme le point qui m'attire en peinture, cette question de la profondeur. Et pour vous raconter d'où ça vient, il faut que je revienne un peu à mon histoire personnelle et aussi un peu à l'histoire de la peinture. Donc, Natacha vous a dit que j'ai fait des études en philosophie et j'ai fait une maîtrise en philosophie sur justement la question de la profondeur en peinture. Et en faisant cette recherche-là, je me suis rendu compte que la question de la profondeur picturale
renfermait une question très, très fondamentale pour l'expérience humaine qui était liée à la question du sujet. Donc, qui regarde, qui interagit dans le monde. Ce sujet-là, en fait, avait plutôt la perspective est apparue à la Renaissance, la perspective géométrique, surtout en Occident. Et cette perspective-là, en fait, était construite autour d'un point de fuite. Et le point de fuite renvoyait, pour les personnes de cette époque-là, à l'œil. Donc, à la période de la Renaissance, on avait l'impression que regarder était renvoyé simplement à l'œil. Et là arrive finalement, à un moment donné, la peinture, le début de la peinture moderne, donc fin 19e, début 20e. Et les peintres ont commencé à comprendre que la peinture était d'abord une surface. Et Cézanne, par exemple, un des premiers, a remis en question cette idée que la profondeur renvoyait à une troisième dimension. Et donc, il a mis de l'avant de plus en plus l'impression, je vais juste déposer ça, j'ai besoin de mes deux mains, ils ont donné l'impression que le fond et les éléments arrivaient au même niveau. Et de plus en plus, la forme et le fond sont devenus une seule surface. Et la profondeur, avec la peinture moderne, s'est incrustée dans la surface. Et la conception, en fait, du sujet s'est transformée aussi. Et on s'est rendu compte que finalement, la perception, le spectateur était devenu de plus en plus un corps qui interagit avec le monde. Donc, je vous raconte tout ça. Pourquoi? Parce que je suis arrivée, moi, évidemment, après toute cette histoire de l'abstraction, et avec d'autres peintres, je me suis demandé, en fait, est-ce que ça ne serait pas possible de revenir avec une certaine profondeur, mais qui ne soit plus la profondeur géométrique, ou la perspective géométrique. Et je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle les monochromes. Donc, dans mon ancien projet, j'avais créé des monochromes et j'avais l'impression qu'on pouvait, en ajoutant des éléments sur ce monochrome-là, aller derrière les éléments et rentrer dans le fond. Et avec le projet Abyss, j'ai eu comme intuition de vouloir pousser plus loin cette impression qu'il y a des éléments au premier plan et qu'on peut aller derrière puis rentrer dans un fond dans lequel on peut se perdre. Mais là, j'avais cette idée un peu abstraite et je me disais, mais en fait, est arrivée cette intuition que je pourrais, en fait, le relier à une expérience que je vis, une expérience physique qui rejoint l'expérience que je faisais quand je faisais de la plongée sous l'eau. Donc, sous l'eau, la perspective n'est plus la même que sur Terre. Donc, comment créer cette impression pas de troisième dimension, mais de profondeur d'une surface? Et là, je vous montre ce tableau-là parce que c'est un des premiers où j'ai eu l'impression de trouver un peu ce que je cherchais. Donc, ce tableau-là est en fait un ancien tableau qui appartient à mon ancienne série, mais sur lequel je me suis amusée à créer ce fond bleu et à couvrir tranquillement l'ancien tableau, mais en faisant apparaître certains éléments, comme ici, ces deux traits-là, puis ici. Donc, on est un peu dans un espace vaporeux où les formes sont distinctes, sont plus ou moins distinctes, en fait. Donc, on a l'impression qu'on rentre dans le bleu et
ces éléments-là nous disent, ah, il se passe quelque chose, mais ce n'est pas au premier plan. Donc, j'avais mon fond, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce fond-là? Et est venue cette grande tache rouge. Et donc, le rouge, on sait que ça avance pour le regard. Donc, j'étais pris avec ce fond et cette forme qui avançait énormément. Et je me suis mise comme ça à construire le tableau avec d'autres éléments qui avancent, avec toujours ce désir qu'on puisse comme ça passer derrière la forme et se retrouver dans un fond un peu vaporeux. Donc, c'est le premier tableau qui, pour moi, fait partie de la série. Et là, ensuite, j'ai commencé à chercher. Et là, on va faire un petit tour de la galerie. Je vais prendre mon masque. Alors, Timmy vous fait faire le tour de l'exposition. Donc, on voit les dessins. Je vous parlais tantôt comment se sont construits ces dessins-là. En fait, peut-être que je peux le faire maintenant, puisqu'elle passe devant. En fait, pour moi, les dessins accompagnent toujours la peinture. Par contre, ces dessins-là se font un peu comme un journal, un peu d'une manière très, très libre et beaucoup moins stressante que le fait de devoir réussir un tableau. Quand je fais un dessin, je n'ai pas cette pression de ratage possible. Même si je peux en rater, mais disons que c'est moins... la pression est moins forte quand je fais du dessin. Donc, ce qui donne un peu un caractère plus fou, peut-être, au dessin par rapport au tableau. Et j'avais toujours quand même cette idée dans le dessin de travailler entre le fond et les éléments qui puissent un peu flotter dans cet espace un peu vaporeux. Mais le problème, ou pas le problème, mais la difficulté que j'avais, c'était toujours ce fond-là, hein, le fond du papier, que je ne pouvais pas nécessairement couvrir complètement, mais comment créer ce flou avec du papier. Et ce papier Mylar a l'avantage de pouvoir être translucide, donc on peut travailler des deux côtés du dessin. Alors, j'ai commencé pour la plupart avec un fond avec lequel je m'amusais avec les bâtons à huile. Et après, ou entre-temps, je pouvais travailler avec de l'encre par-dessus et des formes, des gestes plus qui ressortent du tableau. Et à la toute fin, j'ajoute des éléments plus géométriques qui on donne l'impression d'être au premier plan. Donc, c'est un peu comme ça que finalement, je travaille le dessin et donc toujours en même temps que les tableaux. Donc, dans le même laps de temps de travail. Donc, ce qui est important aussi de dire, c'est que, en fait, ça m'a pris au moins 2 ans avant d'arriver à trouver un peu comment faire, la méthode à suivre. Et les grands tableaux que vous voyez ont été faits depuis 2 mois. Donc, la majorité des tableaux que vous allez voir dans l'exposition, c'est des tableaux très récents, mais ça fait 2 ans, 3 ans que je travaille pour arriver à faire finalement ces tableaux-là. Si on prend celui-ci, par exemple,
Donc, je vous racontais tantôt comment le tableau était advenu, ou le fond du tableau était advenu à la suite d'un ancien tableau. Mais je n'avais pas, évidemment, assez d'anciens tableaux ratés pour faire toute une série. Donc, j'ai dû retravailler ou travailler à partir de toiles vierges. Mais comment arriver à créer à peu près cette impression d'éléments qui se retrouvent dans le fond? Donc, comment je commence un tableau? Normalement, je commence en faisant ce presque monochrome. Et il faut savoir que la manière de créer ces fonds-là ne se fait pas d'une seule couche de peinture, mais d'une multitude de couches translucides. Donc, je commence en faisant finalement une, deux, trois couches translucides de bleu. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, ben, je vais intervenir d'une manière très, très spontanée avec des couleurs. Ça peut être du orange, du jaune, du vert. Et donc, c'est ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, derrière, donc c'est ces interventions-là qui arrivent à un moment donné dans la construction du fond. Et là, après, je continue plusieurs couches de bleu. Et donc, à un moment donné, je me dis, ah, le fond se tient. Et à partir de là, j'interviens surtout avec des couleurs plus atténuées, donc c'est souvent différentes sortes de bleu. Donc, qui commencent à apparaître, à sortir du fond, mais pas complètement. Donc, ils sont comme entre le premier plan et l'arrière-plan, qui est presque un arrière-monde. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais mettre un élément qui ressort un peu plus. Et donc, il y a un va-et-vient à un moment donné qui se crée entre les éléments du premier plan et les éléments de l'arrière-plan. Et c'est comme ça, finalement, que je construis un tableau. Donc, peut-être qu'on va finir de regarder le reste de l'installation. Puis peut-être si vous avez des questions, ou Natacha peut commencer avec quelques questions, je vais répondre à vos interrogations. Merci beaucoup, Guylaine. C'est vraiment magnifique, vos œuvres et aussi la vidéo. OK, alors je vais commencer avec une question. Voilà, j'ai quelques questions. Tu as parlé de ton projet de maîtrise. Alors, peux-tu parler un peu de ton projet de doctorat et as-tu des connexions avec ta pratique d'art? Oh my God! That's a big question. En fait, le doctorat, en fait, ce qui structure ma thèse de doctorat et le processus que j'ai suivi depuis, disons, je crois que ça remonte à 2003. Donc, j'ai structuré le doctorat par un récit qui reprend un peu tout le parcours que j'ai suivi depuis 2003. Donc, entre mes études de philosophie, j'ai fait de la danse, ensuite j'ai été en littérature, j'ai commencé à peindre, et le travail entre l'écriture et la peinture qui m'a toujours suivi. Donc, c'est comme ça que s'est construit la thèse, et à chaque période, finalement, importante de ce parcours, ont surgi des questions qui sont plutôt d'ordre universel, en fait, des questions qui concernent toute expérience humaine, mais qui se manifestaient d'une manière particulière dans mon processus, mais qui ne concernaient pas purement moi, mais qui concernaient tout sujet finalement humain. Donc, c'est comme ça qu'est construit la réflexion. Et le projet le projet visuel qui accompagnait la thèse était tout un travail d'encre de Chine où je travaillais justement les mêmes éléments qui se retrouvent dans mes tableaux aujourd'hui, c'est-à-dire des taches,
des signes comme on a vu dans la vidéo qui venaient des lettres de l'alphabet, et ce rapport à l'arrière-fond. Donc, pour le projet de doctorat, c'était sur papier, donc j'avais utilisé des papiers blancs. Et quand je suis passée ensuite à la peinture, j'ai essayé de reprendre, de reprendre ce fond uniforme, mais en peinture. Donc, j'avais le problème, quoi faire avec ces fonds-là? Et dans Espace du dedans, le dernier projet, j'ai travaillé ces surfaces uniformes de monochrome. J'improvise, je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Voilà. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Merci. Et tout le monde, s'il vous plaît, laissez les questions dans la boîte parce que j'aimerais partager vos pensées avec Hélène. Il y a beaucoup de monde qui disent que ton exposition est magnifique, magique, fluide, super beau. Évidemment, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que c'est important que vous veniez voir en personne. C'est ça. Parce que sur un écran, ça donne jamais l'effet physique que font ces tableaux-là. Par exemple, moi, j'ai vu mes tableaux dans mon atelier, un à un. J'ai vu juste des morceaux pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est simplement quand j'ai apporté les tableaux dans la galerie et que je les ai vus dans l'espace que je les ai vraiment vus. Donc, c'est vraiment, en fait, le corps perçoit énormément. Il n'y a pas juste les yeux, il y a vraiment tout le corps qui perçoit ce que c'est un tableau et ce que c'est une installation. C'est important de faire l'expérience physique de l'installation, surtout en temps de pandémie. Super. La plongée en apnée. Oui. Est-ce que tu as déjà fait la plongée en apnée et comment est-ce que ça a changé? Si oui, est-ce que ça a changé ta perspective immédiatement de la vie ou la peinture, la pratique de la peinture? Bien, en fait, je fais de la plongée en apnée d'une manière, en fait, pendant mes vacances d'été, donc pas chaque année, mais d'une manière régulière depuis quelques années. Timmy, est-ce que tu veux qu'on aille de l'autre côté parce qu'il y a un peu de bruit? Oui. Donc, oui, je fais donc la plongée en apnée. La première fois que j'ai fait de la plongée en apnée a été une expérience, disons, très marquante. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce que quand tu es sur la terre ferme et tu vois cette surface d'eau ou de mer, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a sous, en fait, sous l'eau. Et quand on rentre sous l'eau, moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point les éléments, c'est des couleurs magnifiques, et des couleurs d'ailleurs qui m'ont inspiré pour la palette de couleurs des tableaux, mais il y a tout un univers, un autre paysage qui apparaît dans les profondeurs marines, et on n'a pas physiquement le même rapport au paysage que sur la terre ferme. Donc, on voit surtout en apnée, parce que je ne fais pas de plongée sous-marine, mais en apnée, donc on flotte, donc on est en apesanteur. On n'entend aucun bruit, sauf le bruit de notre respiration. Donc, on est comme à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Et les éléments nous apparaissent beaucoup plus proches et en même temps, ce qui est derrière est tout le temps une découverte parce que on voit très, très indistinctement ce qu'il y a au loin. Donc, notre vision, disons, il n'y a pas d'horizon comme il y en a sur la terre ferme. Donc, ça a été une expérience extrêmement marquante, mais ça n'a pas influencé ma peinture sur le coup. Donc, c'est seulement quand j'étais au début de ce projet-là que m'est revenu en mémoire cette expérience physique de l'apnée. Et c'est quand j'ai compris que l'apnée pouvait m'informer sur la peinture
que là, tout d'un coup, les éléments du puzzle se sont construits. Mais je n'avais pas au départ idée de travailler sur l'apnée. Donc, ma première idée, c'était de travailler la profondeur. Et c'est vraiment l'apnée qui m'a permis de comprendre, mais quelle profondeur je cherchais finalement. Super, merci. On a une question de Marie-Chantal Gallina. Oui. Elle dit je me souviens d'œuvres beaucoup plus texturées que tu faisais par le passé. Pourquoi as-tu délaissé les portions collage, texture 3D pour la présente exposition? C'est vrai que quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup travaillé, en fait, la matière, la troisième dimension, disons, la peinture devenait presque une sculpture. Et peu à peu, en fait, je me suis rendu compte que ça servait pas nécessairement la perception de la peinture comme telle. Et c'est comme si la texture que j'allais chercher beaucoup dans mon jardin à Fröhlichberg, et j'utilisais finalement des morceaux de matière trouvée dans le jardin que je faisais sécher, que je collais sur la toile. À un moment donné, je me suis rendu compte que le rapport fondamental avec cette matière-là n'était pas pictural, mais était plutôt une inspiration, comment dire, c'est plus une inspiration physique et émotionnelle plutôt qu'un rapport de représentation de cette nature-là. Parce que dès que tu mets, supposons, des plantes, les gens vont chercher dans le tableau, ça ressemble à une herbe ou ça ressemble à telle plante, alors que c'était pas ça que je cherchais. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. OK, on n'a pas encore une autre question. Alors, est-ce que j'ai une question? Oui. Est-ce que tu vois une relation entre ton processus de la peinture et le dessin et ton pratique de l'enseignement? Oui, exactement. Oui, il y a énormément de liens entre la manière dont je construis un tableau et la manière dont je vais enseigner. Et ce point commun, je le relie à ce qu'on appelle un peu l'improvisation. Donc, quand je commence un tableau, j'ai aucune idée où je m'en vais. Et c'est justement parce que je ne sais pas du tout où je m'en vais que j'ai envie de le faire pour le voir apparaître. Donc, c'est sûr que je suis un processus, donc une méthode qui est à peu près tout le temps la même d'un tableau à l'autre. Mais à travers cette méthode-là, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Et quand j'enseigne, bon, c'est sûr, j'ai un plan, j'ai des notes, je sais un peu quel projet on va faire, mais je donne beaucoup de place dans le cours à ce qui peut surgir ou ce que je peux inventer à l'occasion, finalement, de ma rencontre avec les étudiants. Donc, j'adore enseigner pour ça parce que je ne sais jamais ce qui va se passer dans la classe. Et c'est aussi ce qui est un peu, ce qui me donne un peu le trac avant d'enseigner, parce que je ne sais pas si je vais y arriver, mais finalement, j'y arrive tout le temps pas mal bien. Fait que, voilà. Donc, c'est la relation que je vois entre les deux. Donc, c'est une méthode un peu qui est une manière de conduire aussi ma vie. Donc, tout est interrelié, finalement. La manière dont je fais un dessin, dont je fais un tableau, la manière dont j'enseigne, la manière dont j'organise un peu mon existence, c'est un peu de cette manière. Donc, être très, très proche de soi. Puis c'est en étant proche de soi qu'on arrive un peu à se diriger sans avoir un plan très constitué qu'on voudrait appliquer au réel. Donc, c'est être à l'écoute de ce qui se passe et un peu d'être comme un poisson dans l'eau, là, qui contourne les obstacles plutôt qu'à d'arriver avec toute l'appareillage au départ. Super.
On a un commentaire de François Messier. Oui, excellente professeur, the best. Alors, Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent suivre mes cours, il y a encore de la place. oui, et aussi, je pense que c'est une exposition qui va inspirer beaucoup d'étudiants dans les autres classes aussi, et évidemment des gens qui ne sont pas nécessairement dans nos cours. C'est Ouais. c'est vrai que, comme Patricia McCullough has said, superbe, et la profondeur est aussi dans tes explications. Donc, il y a beaucoup de profondeur, évidemment, dans les œuvres, mais aussi des explications et le processus, et c'est formidable. Alors, Merci beaucoup. Mais je veux juste dire, c'est ma vie, tu sais, donc je passe mon temps à peindre, mais aussi à penser qu'est-ce que c'est la peinture. Donc, il y a toujours une activité réflexive qui accompagne mes tableaux, même si j'ai toujours en tête qu'un tableau n'a pas besoin d'une explication pour être contemplé. Donc, il faut pouvoir contempler une exposition sans avoir l'explication qui va avec. Mais disons que la peinture me fait énormément penser et donc je suis tout le temps là, très avenante à parler et à penser avec d'autres, au fond, sur la peinture et sur la création en général, pas juste la peinture. super. Et merci beaucoup, beaucoup, Guylaine, pour tes œuvres, ta présentation, la vidéo et ton engagement. Merci beaucoup à tout le monde qui était présent pour cet événement. C'est vraiment une exposition magique, et I hope many of you will come and be able to visit this magnificent exhibition at the McClure Gallery in the coming weeks. And I want to wish you all a wonderful evening. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir et à bientôt. Oui. Je veux juste dire avant de partir que je vais être présente à la galerie vendredi le 4 à partir de 4 heures, mercredi le 9 à partir de 4 heures et samedi, je donne une ruche d'or le matin et je vais passer toute l'après-midi à la galerie. S'il y en a qui veulent venir me rencontrer, ça va me faire plaisir. Oui, on va faire de ruche d'or en ligne aussi. Hein. Alors, oui, c'est ça. Ouais. C'est bien. Venez voir Guylaine, et c'est vraiment un événement très spécial. Alors, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.